Alors une bonne carte, pour moi, c'est plusieurs éléments. J'avais presque honte en fait d'avoir fait des cartes sans connaître la vérité, la réalité du terrain. Les façons de tordre le message d'une carte peuvent être multiples. De se dire, je vais essayer d'avoir la plus grande neutralité tout en reconnaissant que de toute façon, il va y avoir des choses qui nous échappent. Salut, ici Mister Geopolitics. Le monde est gigantesque et les échelles de notre planète dépassent de loin notre perception d'être humain. C'est pour ça que depuis qu'on existe sur Terre, on a toujours cherché à représenter les territoires sur lesquels on vit, pour pouvoir mieux les connaître et mieux les maîtriser. C'est d'ailleurs ce qui a permis le développement de la navigation, du commerce ou encore l'expansion de certaines nations, notamment au travers de campagnes militaires. Du compas, des premiers explorateurs cartographes, aux satellites les plus modernes, les outils cartographiques se sont incroyablement sophistiqués. S'il fallait résumer les usages de la cartographie aujourd'hui, on pourrait en citer deux. Le premier usage est celui d'informer le grand public, dans la presse et dans les livres. C'est ce que l'on va voir dans cet épisode. Il devrait être suivi par un deuxième épisode qui traitera, lui, de l'usage opérationnel de la cartographie. Les cartes permettent en effet aux armées de rendre compte de certaines situations et de prendre des mesures derrière. La carte est un outil stratégique. Ce format de vidéo a pour objectif de vous faire découvrir la géopolitique au travers du métier de ceux qui font le monde. Après avoir exploré le quotidien d'un ancien des services de renseignement, de reporters sur le terrain, de militaires de l'armée de terre et d'experts en cybersécurité, on ouvre à présent une nouvelle thématique. J'espère qu'elle va vous plaire. Dites-moi en commentaire les métiers que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. On n'oublie pas de s'abonner et comme d'hab, on se retrouve tous les jours à 4 endroits. Sur Insta, YouTube, Twitter et TikTok. En description, je vous mets les liens vers tout le contenu de géopolitique que je réalise en dehors de ces plateformes, ainsi qu'un PDF à télécharger pour mieux comprendre la cartographie, tous les comptes à suivre sur Twitter et Insta, ainsi que les ouvrages pour aller plus loin. Merci à tous ceux d'entre vous qui soutiennent la création de ces vidéos sur Tipeee et Utip, et merci aussi à l'ILERI, une école de relations internationales qui sponsorise cette vidéo. Si vous vous intéressez au métier de la géopolitique et de l'international, il propose plusieurs formations, à Paris et à Lyon. Le lien est dans la description. Bonjour, je suis Frédéric Miotto, je suis géographe-cartographe au sein de Légende Cartographie. J'exerce ce métier maintenant depuis bientôt 25 ans. Nous travaillons essentiellement pour le monde de l'édition, c'est-à-dire pour des livres. Salut, je m'appelle Dario Ingiusto, je viens d'Italie et je suis cartographe pour Avant j'étais freelance, maintenant je travaille à l'hebdomadaire L'Express. Alors, je suis Christophe Chabert, j'ai 32 ans et je suis cartographe indépendant. Ma spécificité à moi, c'est de réaliser des cartes à l'ancienne, à la main. Alors, la définition classique d'une carte, c'est la représentation d'un territoire géographique sur une surface. C'est-à-dire de dessiner une partie du monde sur un dessin qui est représenté sur un plan. Mais il faut savoir que c'est toujours une sélection de ce que le cartographe ou la personne qui a commandé la carte veut le montrer. Quand j'étais petit, par exemple, je regardais souvent les cartes de ma ville. J'habitais dans une petite ville de banlieue et je voyais que d'une carte à l'autre, ma ville y était ou y était pas. Et ça m'énervait, je ne comprenais pas pourquoi ma ville n'y était pas des fois ou elle y était. Et là, j'ai compris que c'était un choix en fait, du cartographe qui décidait ou pas de montrer ma ville en fonction de l'importance qu'il lui accordait. Alors, une bonne carte, pour moi, c'est plusieurs éléments. On va d'abord avoir un aspect visuel. Il ne faut pas oublier qu'une carte, c'est une image. On vit dans un monde justement où l'image est de plus en plus importante. On a tellement une profusion d'images sur cette terre que l'image qui va fonctionner, c'est celle qui va attirer le regard. Et ça fonctionne également pour une carte. Donc, sur le premier coup d'œil du spectateur, du lecteur sur la carte, il faut que ça attire son regard. Donc là, il y a un certain nombre de techniques. On parle souvent d'effet de masse. C'est-à-dire que sur la carte, il faut qu'il y ait 2-3 éléments qui se détachent, qui attirent l'œil et qui doivent derrière enclencher dans le cerveau humain l'envie d'aller plus loin. Il y a un aspect esthétique en premier, et puis derrière, je dirais qu'une bonne carte, elle doit être honnête. Parce qu'une carte, comme on a pu le voir auparavant, c'est beaucoup d'analyse de données, il va falloir se censurer en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas tout écrire, on ne peut pas tout représenter, et donc du coup il faut avoir l'honnêteté intellectuelle déjà de le reconnaître soi-même, et d'essayer de fournir un travail le plus neutre possible, même si c'est pas forcément évident, parce que de toute façon en tant qu'être humain on est forcément biaisé. Et enfin peut-être la carte vraiment réussie, c'est celle qui va donner envie à la personne d'aller beaucoup plus loin, je dirais dans
dans la compréhension des phénomènes, parce que la carte va vous permettre en quelque sorte de vous introduire à une problématique complexe, de la décomplexifier au maximum. Elle est réussie si elle vous donne envie derrière d'aller lire des rapports qui sont beaucoup plus longs. La carte géographique est évidemment un objet qui intéresse et qui attrait. Il y a un attrait naturel, j'ai envie de dire, pour cet objet-là. Donc même ceux qui ne sont pas professionnels du métier, c'est un objet qui fait rêver. Donc effectivement, cette capacité d'attrait a été manipulée et peut être manipulée. Les façons de tordre le message d'une carte peuvent être multiples. Je dirais que les moyens les plus souvent utilisé pour déformer le contenu d'une carte, c'est celui d'utiliser un territoire comme quelque chose qui aille une volonté. Je ne sais pas si on peut parler de fake maps, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément trouvé, en dehors des cartes imaginaires qui ont pour vocation d'être fausses de toute manière, mais la couleur est annoncée dès le départ, je ne pourrais pas dire qu'il y a des cartes qui sont à proprement parler fausses. Dont l'information induirait en erreur. C'est plutôt ce qu'on en fait derrière. Plusieurs exemples, j'en ai 3. Il faut faire attention avec les cartes déjà historiques. Quand on remonte dans le passé, je pense notamment à un fameux géographe américain du début du 19e siècle, William Woodbridge, qui a révolutionné le monde de la géographie, qui a proposé des cartes qui sont absolument fabuleuses, elles sont très belles. Mais la pensée de Woodbridge, elle est empreinte de l'époque. Donc forcément, on va trouver des cartes qui aujourd'hui nous paraissent justement fausses, notamment une carte sur les divisions raciales dans le monde. Woodbridge, il y a une des cartes qui est très connue de ce géographe américain, où il va vous classer la civilisation blanche occidentale étant la meilleure, la plus belle, la plus intelligente, excusez-moi. Et puis plus on va s'éloigner du continent blanc européen, plus on va arriver au stade de sauvage. Donc là, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, on pourrait très bien... Des mouvements, je dirais, mal intentionnés pourraient très bien reprendre ce type de carte en disant, vous voyez, on a un géographe américain reconnu qui a publié cette carte. Une personne qui n'a jamais fait de géographie et qui ne va pas creuser, elle pourrait se laisser avoir. Deuxième exemple que j'ai pu identifier, c'est l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie a publié une série de cartes dans sa revue de propagande qui s'appelle la revue Signal. Donc c'était avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, où finalement les nazis présentaient leur vision du monde. Et quand on regarde les cartes d'Europe qui étaient publiées dans ce magazine, on se rend compte que l'objectif pour les nazis, c'était de montrer à quel point tous les pays les entourant étaient sur le point de les agresser. Donc c'est en quelque sorte un renversement de la réalité. Dans la réalité, c'est l'Allemagne nazie qui agressait le reste du monde, ou du moins qui avait des volontés belliqueuses. Pour convaincre la population allemande du besoin de dépenser militairement de plus en plus et de partir en guerre, on a présenté une série de cartes qui refaisaient en quelque sorte l'histoire. Donc cette carte, elle va vous montrer l'Allemagne nazie entourée de murs avec des armées étrangères massées aux frontières, alors que dans la réalité, on sait qu'il en était tout autrement. On a eu derrière, pendant la guerre froide, des cartes de propagande. Celles-là, elles sont plus connues, je pense que vous avez dû en voir, ces fameuses pieuvres soviétiques ou américaines qui allaient dévorer l'Europe. Là, on est sur des cartes qui sont fausses en quelque sorte. Elles ont pour unique objectif de servir une idéologie. Si maintenant j'essaye de prendre un exemple récent, je vais m'intéresser forcément à un de nos personnages adorés, Donald Trump. Vous savez qu'en 2016, Donald Trump a été sujet à une première tentative d'impeachment à son encontre. Quelle a été l'une des réactions de Donald Trump? Ça a été de publier la carte des résultats des élections de 2016, qui était maculée de rouge, pour montrer et en disant « Try to impeach this ». Et en quelque sorte, cette carte de l'Amérique complètement à 90% rouge avait pour objectif de montrer à une certaine partie de la population américaine qu'effectivement il y a eu une vague républicaine qui était incontestable. Là, on est sur, je dirais, de la manipulation de la donnée, parce que la carte en quelque sorte n'est pas fausse, elle donnait les résultats comté par comté. Le problème, c'est que vous n'avez pas les proportions de population, donc il n'y a pas de Donald Trump s'est bien gardé de pondérer les résultats des comtés en disant, voilà, effectivement, là, au milieu du Dakota du Nord, on a un immense comté qui apparaît en rouge, mais on n'a que 300 000 habitants. À côté, le petit comté de New York ou de Los Angeles, effectivement, va apparaître comme un petit point bleu sur la carte,
Mais ces 2 petits points bleus représentent 20 millions d'habitants. Donc là, on a un exemple concret d'utilisation des cartes à des fins qui sont peu louables, des fins de propagande, justement pour convaincre une partie de l'opinion publique qui ne va pas tenter d'aller plus loin. Quand on travaille sur de la production de contenu, et la cartographie c'est la production d'un contenu, je pense qu'il faut avoir conscience du biais culturel qu'on peut avoir. Moi je suis français, je suis européen, je suis imprégné de la culture occidentale, que je le veuille ou non. Ça fait partie de la vie. Et je pense que la difficulté dans ces métiers-là, c'est d'avoir conscience de ces choses-là. Quand je traite un sujet sur la France ou sur l'Europe, forcément je suis plus légitime, parce que c'est mon continent, c'est mon histoire et c'est là où je vis. Par contre, quand je vais m'aventurer sur des contrées plus lointaines, des contrées africaines, sud-américaines, asiatiques, là je prends un plus grand risque, parce que finalement, parfois, je suis amené à réaliser des cartes sur des pays où je n'ai jamais mis les pieds. Et donc c'est là, je pense qu'il faut avoir vraiment toute l'humilité justement du producteur de contenu, de se dire je vais essayer d'avoir la plus grande neutralité tout en reconnaissant que de toute façon, il va y avoir des choses qui nous échappent. Il y a un travail qui m'est resté particulièrement à cœur, c'est celui de la seule fois où on m'a demandé de faire le cartographe à l'ancienne, c'est-à-dire de me déplacer. Comme je disais tout à l'heure, les cartographes ont pendant des millénaires voyagé, exploré le monde et l'ont ensuite reproduit sur des cartes, alors que moi je suis toujours resté derrière cet écran. Donc j'ai un peu voyagé le monde à travers mon Mac. La seule fois où on m'a demandé explicitement un cartographe, il faut qu'il connaisse le terrain, c'était dans le cadre d'un projet qui m'a amené à Jérusalem pour travailler sur l'histoire de la ville de Jérusalem. Donc on a fait une série de cartes et plusieurs travaux là-dessus. Et en fait, j'ai accepté évidemment le voyage, c'était une expérience absolument géniale, mais ça m'a aussi permis effectivement de comprendre une dimension de la géographie de Jérusalem que j'avais déjà dessinée avant, pendant plusieurs fois pour dessiner des cartes, les quartiers, la vieille ville de Jérusalem. C'est une carte qui est de toute façon assez classique à reproduire. Mais c'était la première fois que je prenais conscience de l'importance topographique de la zone où a été construite Jérusalem, de ses reliefs, de ses vallonnées, de ses frontières historiques, naturelles et politiques. Et c'était pour moi assez choquant de découvrir comment je connaissais très peu, et c'était j'avais presque honte en fait d'avoir fait des cartes sans connaître la vérité, la réalité du terrain. Et pendant des années, j'ai un peu ironisé sur cette capacité magique qu'on a tous à pouvoir voyager à travers Google Maps, notre écran d'ordinateur, on peut être partout dans le monde. Je souhaiterais faire un voyage à chaque fois que je fais une carte d'un territoire. Ce n'est pas possible, mais voilà, dans ce cas-là, c'était assez intéressant. Il y a une chose dont je suis fier, ça fait 25 ans que je dessine les cartes pour la revue L'Histoire. On est arrivé à un fonds cartographique au bout de 25 ans, entre 1200 et 1500 cartes. Et à partir de ce fonds-là, L'Histoire a publié l'année dernière un atlas historique mondial dirigé par Christian Grattalou. Et donc c'est une sélection, Christian Grattalou a sélectionné 500 cartes du fonds cartographique de l'Histoire, des 1200-1500 cartes que j'avais pu dessiner. Donc ça, ce travail-là, enfin cet atlas-là, j'en suis assez fier parce que ben, voilà, c'est 22 ans de travail. Après, je suis assez fier aussi, enfin j'essaye de mettre en place un système de ce que j'appelle de bande cartographiée qui s'inspire de la bande dessinée, mais qui est une succession de cartes où en fait chaque carte c'est un message. Une carte, un message, une carte, un message, avec une autre forme de narration pour expliquer l'histoire, expliquer la géopolitique. Et ça, je suis assez fier. Je suis fier de toutes mes cartes, parce que j'ai pris beaucoup de temps à chaque fois à les faire. C'est des objets uniques, donc je les aime toutes. Après, je me suis lancé il y a maintenant 1 an et demi dans des cartes plus artistiques. C'est-à-dire des cartes qui n'ont pas vocation à avoir un message géopolitique ou à transmettre une connaissance. Et je dois avouer que ces cartes-là me procurent un plaisir absolument immense. Elles sont plus longues à faire parce que forcément, qui dit art dit beaucoup plus de patience, de recherche de singularité. Parce que bien évidemment, quand on essaye de proposer une œuvre d'art, il faut qu'elle se différencie des autres, sinon on n'a pas de valeur ajoutée. Et donc quand on voit ces cartes que maintenant je fais sur plus grand format,
qui sont réalisées quand je les encadre et que je vois le résultat, j'ai un sentiment de plénitude. Alors c'est un sentiment de plénitude qui est éphémère, hein, parce qu'il dure le temps qu'il dure, mais encore une fois, ces cartes-là me procurent un plaisir peut-être encore plus fort que les cartes d'analyse les plus difficiles que j'ai eu à faire. Alors, tout va dépendre des clients. Parfois, j'ai des clients qui vont me fournir l'ensemble des informations. Quand je travaille typiquement avec des maisons d'édition qui ont pour objectif, des objectifs pédagogiques, on va dire. Je travaille par exemple avec les éditions Nathan, qui vont produire des manuels pour les lycéens. Là, on me fournit l'information. Tout simplement parce qu'il y a un cadre qui est tellement précis, un cahier des charges, il ne faut vraiment pas dépasser, que là on va me livrer des choses et moi je vais juste finalement me concentrer sur la réalisation artistique de la carte. Pour l'ensemble de mes autres clients, généralement on me donne une sorte de fil rouge, une ligne directrice, un grand sujet, et ensuite ça va être à moi donc d'aller chercher mes informations et de les scénariser. Parce que dans une carte, finalement, on raconte une histoire. Donc là, pour trouver les sources, alors quand on cherche des sources, on va dire chiffrées, on a quand même pas mal de bases de données mondiales qui sont accessibles. Je pense à l'OMC, l'Organisation des Nations Unies, l'OCDE, vous allez avoir également Eurostat, pour toutes les données sur l'Union européenne. C'est une mine d'or absolument fantastique. Donc je dirais que c'est pas compliqué de trouver des données chiffrées. Ce qui va être peut-être compliqué derrière, ça va être de retraiter les gros fichiers Excel qu'on reçoit. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais généralement les fichiers Excel qu'on télécharge ne sont pas exploitables tels quels. Donc il va falloir avoir quelques notions, je dirais, de base sur les fichiers, sur les tableurs Excel pour pouvoir nettoyer, remettre bien tout en forme pour ensuite pouvoir en tirer des analyses. Principalement des tableaux croisés dynamiques, si ça vous parle, pour qui est la base, je dirais, du croisement de données qui va permettre d'avoir des informations justement déjà avec une première analyse. Derrière, parfois il faut avoir des informations un petit peu plus précises, qu'on ne va pas trouver. Ce n'est pas des données chiffrées, ça va être des données qualitatives. Donc là, il va falloir faire un travail de recherche un petit peu plus minutieux. Donc ça va être dans le monde académique, parce qu'on a la chance d'avoir un panel de doctorants qui travaillent sur des questions très intéressantes. Donc là, il va falloir tout simplement trouver la bonne personne qui a travaillé sur le bon sujet et prendre le temps de lire des thèses qui sont parfois longues. Alors c'est fastidieux, mais en même temps passionnant. Et puis ça fait partie du travail. Et puis parfois, il va falloir passer aux interviews, c'est-à-dire prendre son téléphone, appeler un expert et puis l'interviewer pour avoir les réponses qu'on souhaite avoir parce qu'elles ne sont pas forcément disponibles sur la toile. Le métier de cartographe a beaucoup changé ces derniers 30 ans parce qu'il s'agit d'un métier qui est hyper ancien, ça remonte à l'ancienne Grèce. L'homme a toujours voulu connaître et représenter son territoire. La différence avec tous les cartographes qui m'ont précédé et nos dernières générations, c'est que nous on bouge plus tellement, donc le métier a été tellement révolutionné par l'information informatisée et ce qu'on appelle notamment les GIS, les SIG, les systèmes d'information géographique. Concrètement, ce sont des cartes numériques qu'on peut utiliser et tordre dans tous les sens pour avoir une base de données qui soit capable de reproduire des cartes. Les logiciels qu'on utilise dans ce cas, ce sont des logiciels qui traitent cette information SIG. Et donc, moi j'utilise un logiciel libre qui est assez connu, s'appelle QGIS. Et ensuite, pour retravailler graphiquement la carte, pour la rendre plus agréable graphiquement, le logiciel qu'on utilise de référence dans le milieu est Adobe Illustrator. C'est un logiciel qui permet de récupérer une carte ou un autre dessin vectoriel, de le retravailler avec plein d'effets, ajouter du texte, etc. C'est un peu le standard dans le milieu de la presse, de l'édition ces derniers temps. Alors ce que j'aime dans mon travail, c'est qu'il change tous les jours. Pour le coup, j'ai une variété de sujets à traiter qui est absolument phénoménale et le monde de la géographie et de la géopolitique est sans fin, donc c'est absolument fantastique parce que je vais pouvoir une semaine traiter du continent américain, la semaine suivante du continent asiatique, je vais même pouvoir changer d'échelle, donc avoir des échelles mondiales, régionales, plus locales, donc ça c'est vraiment fantastique. Il y a une partie du travail aussi qui est géniale parce que quand on réalise une carte, vous l'avez bien compris, en fait, la carte c'est le produit final, mais ça implique en amont tout un travail de recherche, d'analyse. Donc je dirais que c'est un travail complet. Il faut avoir des compétences dans différents domaines pour pouvoir réussir à proposer quelque chose de cohérent, d'acceptable,
de recevable, je dirais, par mes clients ou par le public en général. Donc je dirais que cette partie du travail, elle est absolument fantastique, on s'ennuie jamais, ça change. Et puis bien évidemment la partie dessin, parce que moi je réalise tout à la main, et ça, dans notre monde hyper connecté, on est toujours sur nos ordinateurs, avoir la chance de pouvoir régulièrement se poser devant une feuille de papier, avec des crayons de couleur, avec du beau matériel, de dessiner, avec un petit air de musique derrière, bah ça c'est un luxe dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je dirais que moi, qui suis une personne qui n'était pas patiente initialement, j'ai dû apprendre la patience justement avec cette profession, parce que sans patience, on se rate. Et on ne peut pas proposer des choses qui sont de qualité et qui soient belles. Il faut vraiment prendre le temps. Alors, le parcours universitaire, moi, que j'ai suivi et que je conseillerais de s'inscrire à l'université, de faire des études de géographie. Parce que là, il aura une base académique solide pour ensuite devenir cartographe. Et donc, une fois obtenu la licence de géographie, là, il a la possibilité de s'inscrire dans des masters de cartographie ou de géomatique, comme on appelle maintenant aussi, où là, il apprendra l'usage des outils du cartographe, donc les logiciels de dessin, les SIG, et là, il commencera sa véritable formation de cartographe. Donc, ça, je pense que c'est un bon parcours pour devenir cartographe. Le conseil que je donnerais, c'est quand on est cartographe, il y a cette dimension artistique. C'est-à-dire qu'il faut quand même, et surtout en cartographie d'édition, en cartographie de presse, il faut que la carte soit élégante, attirante. Et pour ça, il faut une touche artistique, quoi. Donc, on n'est pas formé, quand on fait des études de géographie ou de cartographie ou de géomatique, on n'est pas forcément formé à cet aspect graphique. Et donc, si j'ai un conseil, c'est que aux étudiants qui veulent devenir cartographes, qui s'aiguisent l'œil, qui n'hésitent pas à regarder des artistes, mais un peu partout, dans la peinture, chez les photographes, regarder ce qui leur plaît, s'inspirer, les couleurs, toutes ces choses-là. Qui aient la compétence universitaire, mais la compétence artistique. Ah bah voilà, ça tombe bien. Le gong est sonné.